Alors Erwan, avant de parler de ce trade, on va parler de l'équipe, du jeu, du coach, de cette superstar et donc d'un superbe bilan de nos amis de Milwaukee, puisque hier soir avait lieu le gros choc de la conférence Est. Il n'y avait pas Boston, il n'y avait pas Philadelphie, et pourtant à Toronto hier, les Bucks sont partis s'imposer dans un grand match. On l'a regardé, c'était à minuit, on était pas ensemble, mais c'était tout comme. On a vécu une vraie... Tu le dis, parce que les gens vont croire qu'on dort ensemble. C'est clair. On a vécu une vraie joute de conférence Est. Ouais, il y avait la Mayos. Un vrai match d'ailleurs, les équipes sont en dessous ou à peine au-dessus des 100 points. Donc on a vu un vrai match de guerrier. Il y a eu des runs. Il y a eu à un moment donné, j'ai cru que Milwaukee allait craquer. Finalement, ils sont bien revenus avec notamment un Michael Brogdon de gala. Et on va reparler forcément dans ce nouveau visage des Bucks, de cette association. On en parle peu, on parle d'Antetokounmpo, on parle de Brook Lopez, alias Klay Thompson. Cette association Bledsoe-Brogdon, c'est de l'or en bas. Et on va en parler avec George Hill, parce qu'un troisième mec de ce profil-là va venir s'interférer entre ces deux garçons-là. En tout cas, voilà, hier, on a pu voir à l'œuvre cette équipe à une heure décente, et on a vu d'abord une équipe qui défensivement tenait la dragée à n'importe qui. D'ailleurs, ça marche pour Toronto aussi. Ces deux belles équipes défensives qui, sur chaque poste, se sont trouvés. Alors, je ne dis pas qu'avant, ils ne défendaient pas, ils défendaient bien. Mais là, hier, quand il y a Kawhi Leonard qui marque que 20 points, quand il y a Kyle Lowry qui est à 0 points, c'est peut-être parce que la défense se donne à fond sur ce genre de profil-là sur les stars adverses. Ils ont vraiment ciblé Kawhi Leonard hier et de la meilleure des manières. Ils sont beaucoup le relayés. Alors, Giannis y est mis un petit peu, mais les Tony Snell... Middleton, Middleton, beaucoup. Tony Snell par séquence, donc ils se sont pas mal relayés. Kyle Lowry, je pense qu'il passe complètement au travers. Il a des tirs ouverts et il passe vraiment lui au travers. Il est dans le dur. D'ailleurs, allez voir sur Twitter, il y a un superbe tableau pour analyser la bonne période de notre ami Kyle Lowry. Il y a 14% au tir, je crois, sur les 4 derniers matchs. Catastrophique en ce moment, c'est assez curieux d'habitude. Meilleur meneur de l'Est, Erwan. D'habitude, j'ai jamais dit ça. D'habitude, il attend les playoffs. Là, apparemment, il est plus. Apparemment, il est en avance pour être catastrophique, ce chien. Ah ouais, on a vu un super match. Et moi, cette année, honnêtement, je vous dis, à l'Est, les playoffs, ça va être le feu. Ça va vraiment être incroyablement. Dès les demi-finales de conférence, ça va être vraiment le feu. Donc allons sur le changement d'identité de cette équipe-là. Cet été, il décide de signer Mike Budenholzer, qu'on connaît tous à Atlanta, pour avoir mis en place un système offensif très léché, avec 4 All-Stars il y a 3 ans maintenant. Quel Korver est All-Star, je m'en remettrai jamais, je pense. Mais ils ont demandé d'avoir un coach de stature pour tout le côté offensif, et bien ils l'ont, puisque l'évolution du jeu est magnifique. Vas-y Polo, envoie-moi ce petit tableau s'il te plaît, pour voir les évolutions des classements de cette équipe en NBA. L'année dernière, c'était une équipe qui ne courait pas des masses. Et pourtant, il y avait Giannis. On pouvait imaginer que dans la transition, ils soient très forts. Eh bien, regarde, la différence entre cette année et l'année dernière, ils étaient 20e, maintenant ils sont 3e. Ça court. Bledsoe peut courir, Brogdon peut courir, Middleton peut courir, ça court. C'est Tony Snell, voilà, le premier qui me viennent. Pat Connaughton peut courir. Vrai gars. Mais même, comme il s'appelle, le grand pivot australien, la galope aussi. Grand pivot australien? Ouais. Milwaukee. À Milwaukee, ouais. Qui ça? Ton Maker. Ton Maker, ah ouais. Je pensais à un autre profil, pardon. Donc, pareil, il court beaucoup. Il n'y a que Brook Lopez. Il y a encore. Brook Lopez. Il y a encore maintenant, il joue deuxième arrière. Donc. Ouais, on continue sur les trucs. Et c'était les deux grosses évolutions qu'on demandait dans les previews à cette équipe-là. C'était les 3 points et les rebonds. Regarde-moi cette évolution incroyable à 3 points. Avant, c'était la 27e équipe aux 3 points marqués en NBA. Cette année, c'est la 2e. Alors, ça s'explique pour plein de trucs. Et on peut aller un peu dans le détail du jeu. Maintenant que Klay Thompson, que Brook Lopez, que Brook Lopez est dans l'équipe, il joue en fer à cheval, mais pas avec le pivot dans la raquette. C'est Giannis qui joue très proche du cercle. C'est pour ça qu'il met énormément de dunks sur des rebonds offensifs. Il a des pourcentages très élevés, parce que Brook Lopez, donc Klay Thompson, lui permet d'avoir toute la raquette rien que pour lui, et ça change clairement la physionomie de cette équipe. Ah, ils sont souvent obligés de venir doubler sur sur Giannis. Moi, j'ai encore en mémoire la semaine dernière ce dunk sur Blake Griffin. C'est incroyable qu'il l'a réduit au rang de petit meneur froliqué, alors que c'est ni plus ni moins que Blake Griffin. C'est vrai qu'autour de Giannis Antetokounmpo, Mike Budenholzer a réussi à faire ce que Jason Kidd n'avait pas fait, ce que Joe Prunty avait eu du mal aussi à faire, c'est qu'il se passe du mouvement sans ballon. Je les trouve beaucoup plus intéressants sur demi-terrain. L'année dernière, je disais souvent, c'est une équipe beaucoup trop prévisible sur demi-terrain. En playoff, ça se voit. Et en playoff, ça s'est vu, même si, attention, l'année dernière, ils sont pas loin de sortir les Celtics, mais sur demi-terrain, ils étaient beaucoup trop prévisibles, il n'y avait pas assez d'alternance dans le jeu. Cette année, on sent que tout le monde est impliqué, et la preuve, c'est que hier soir, c'est 2 paniers à 3 points de Michael Brogdon qui font basculer le match, et c'est pas des exploits de Giannis Antetokounmpo. Tout à fait, et c'est des tirs ouverts, parce qu'ils ont cette volonté aussi. La transition sur le deuxième panier à 3 points,
Tu vois, tu parlais du pace. Complètement. Hier, à un moment donné, Kawhi perd un ballon assez catastrophique d'ailleurs. Et derrière, on voit sur le deuxième panier de Michael Brogdon, tout le monde va vers l'avant. Il se passe 4 passes. Avant de retrouver Brogdon ouvert, il y a eu de l'extra passe. On s'est cherché. Et ça, clairement, tout le monde croit que c'est du hasard. C'est le travail de Mike Budenholzer. On remplit les couloirs, on fout les ballons dans l'aile rapidement, on met les ballons à l'intérieur. Et derrière, tout le monde court, tout le monde est en mouvement. Et ça, c'est la grande évolution. C'est le jeu en mouvement. Le jeu en mouvement qui se traduit encore une fois par les statistiques en attaque. Ils sont donc deuxième meilleure attaque de NBA. En termes de passes décisives, ils étaient 14e l'année dernière. Ils sont 8e. Donc tu te retrouves avec une équipe qui est très intéressante à voir jouer défensivement, mais ça on va le laisser de côté parce que on a compris que c'était une belle équipe défensive. C'est l'ADN de cette complètement. équipe C'est une de base. Hein. Complètement. C'est une équipe longue, de taille, qui peut défendre, qui va générer des interceptions et donc de la course. Mais là aujourd'hui, avec le jeu léché que propose Mike Budenholzer, franchement, je te cache pas que moi je suis hyper conquis. On parlait de Toronto comme meilleure équipe de la conférence Est, qui est bien normal au vu du bilan et de ce qu'ils ont montré. Mais derrière, quelqu'un leur souffle dans la nuque et le match d'hier l'a prouvé. C'est bien cette équipe de Milwaukee. Et puis je trouve que c'est une équipe qui sait mettre le bleu de chauffe. Vraiment, tu vois, là, tu disais l'année dernière, ils étaient je sais plus combien en rebond, c'était assez catastrophique. Alors que c'était le 5, le 30e au rebond, je crois. 29e ou 30e. C'était le 5 majeur, le plus grand de NBA. Il jouait très grand avec Tony Snell, il prenait pas un rebond avec John Henson, tout ça. Alors que maintenant, ils ont assis le rebond. Et forcément, quand tu assois le rebond, comme ils le font, Oui. forcément, ça te donne de la relance. Et c'est pour ça que tu montes aussi haut dans le classement du pace. Moi, je trouve que Mike Budenholzer, on a trop tendance à oublier que ce mec-là, c'est l'école Popovic. Ah, complètement. Aujourd'hui, Oui, on voit une équipe où moi, je reprochais souvent à Antetokounmpo, par moment, je lui reproche encore un petit peu des fois sur transition, d'être un peu prévisible. Et cette année, il l'est beaucoup moins. Il l'est beaucoup moins. Parce qu'on se passe beaucoup plus la balle. C'est-à-dire que des fois, on l'oublie pendant 3-4 minutes et c'est d'autres qui vont mettre des paniers, que ce soit Middleton, ça on le savait, mais d'autres, je trouve Bledsoe beaucoup plus juste, beaucoup moins de déchets que par le passé. Mieux coaché. Mieux, et ben voilà. Et quand tu as un meneur comme ça, du jour au lendemain, il se retrouve à avoir moins de déchets. Pourquoi? Mais c'est qu'il y a tonton Budenholzer sur la touche qui fait viens voir Kiki, j'ai 2-3 trucs à te souffler dans l'oreille. Eric Bledsoe cette année, il a 15,7 points. C'est clairement pas sa meilleure perf, mais il est meilleur dans le jeu, tu viens de le dire. Il a 5,8 passes aussi, avec des pourcentages de 50% au tir, dont 35% à 3 points. C'est une bonne saison. J'ai vu dans les commentaires, on parlait de la profondeur de banc. C'est Sprewell, il nous dit la profondeur de banc de Milwaukee, c'est un délire. Oui, parce qu'il y a aussi Ilyasova, le Turc, qui est dans cette histoire. Pat Connaughton, qu'on adore avec Steph, on en parle souvent. Il met du jus, mon pote. Il met du jus. Dans son Portland. Hier, il met 2 sauciflards, mon pauvre. Hier, il rentre. Avec peau épaisse. Un Herboulet incroyable. Une brique à 45, on était mort. C'est pas grave. C'est un mec qui sort du banc, qui amène beaucoup de jus chaque fois, pas un vrai soldat, et il en faut. Il y a DiVincenzo, il y a Tony Snell. Bref, c'est une équipe qui est très complète. Mais cette équipe a décidé, en tout cas le front office a décidé de procéder à quelques changements pour plein de raisons. Donc ce transfert, Erwan, je vais rapidement te le répéter comme ça. Donc Milwaukee va récupérer George Hill. Ma page s'ouvre et se barre, j'ai envie de la brûler, mais ça va bien se passer. Milwaukee récupère George Hill de Cleveland, Jason Smith, le pivot remplaçant de Washington, qui arrive, et un deuxième tour de draft 2021 des Wizards. Cleveland, eux, vont recevoir Mathieu Dellavedova, le local de l'étape. C'est bien qu'il retourne là-bas. Il retourne là-bas, c'est cool. John Henson, donc, ils l'ont lâché, il avait un contrat et tout ça, il est là depuis longtemps à Milwaukee. Ils ont décidé de le lâcher, et je le comprends. L'évolution de Ton Maker a poussé John Henson dehors. Et le profil de l'équipe aussi, ils ont besoin de mecs qui peuvent jouer au large. Comment ça a John Henson à 3 points. Ouais, c'est vrai qu'il commence à shooter, des fois il était un peu... Mais too late, ma man. Un peu too late. Et donc il va à Cleveland, Cleveland qui va récupérer un premier tour et un deuxième tour 2021 des Bucks. Certains disent que le premier tour 2021, c'est peut-être un peu cher payé pour tout ça. Et Washington récupère Sam Dekker, qui fait une 4e ou 5e équipe en 2 ans de NBA ou 3 ans de NBA. C'est complètement fou. Bref, donc cette équipe se retrouve avec George Hill. Je vois le tableau derrière moi. Alors Erwan, ton premier sentiment sur ce trade George Hill qui arrive et qui va faire donc le 3e larron à l'arrière avec Brogdon et avec Bledsoe. Alors comme j'ai mis en tweet, et ça a fait pas mal échanger entre toi et nos amis sur Twitter, c'est toujours bien de recevoir George Hill. Profil complet, défenseur, de l'expérience, avec qui a un vrai vécu. On se souvient avec Indiana, on se souvient avec les Cavs en finale NBA l'année dernière. Voilà, on est toujours comme je dis dans ce tweet-là, on est toujours content de recevoir George Hill, mais au final, j'ai l'impression qu'on est toujours content quand il se barre aussi. Et c'est assez curieux parce que c'est pas un footeur de merde, c'est plutôt un mec dans le collectif. C'est un bon joueur. Je reste persuadé que c'est encore un bon atout pour les Bucks. Maintenant, je me faisais juste la réflexion de se dire que depuis Indiana, il s'est installé nulle part. Alors, les raisons, et tu les as évoquées. Regarde. Les raisons, tu les as évoquées dans ce tweet, elles sont souvent bonnes. Le fait est que pour un joueur de basket, en plus comme George Hill, je pense qu'un mec a besoin de s'installer quelque part dans une équipe. Et c'est pas le cas depuis qu'il est parti d'Indiana. On reste juste sur le profil de George Hill avant de parler des Bucks et de pourquoi ce trade, parce que c'est surtout un truc financier. George Hill, donc on se rappelle, tu l'as dit, à Indiana, derrière il va à Utah, il est en fin de contrat, il fait une superbe année.
même s'il est blessé. Utah ne le conserve pas parce qu'il demande très cher et il lorgne sur Rubio et déjà. qu'il lance sur Rubio et que clairement, bravo, c'était un bon choix d'aller chercher Rubio. Il signe à Sacramento pour l'argent, 60 millions de dollars à peu près, un peu moins, sur 3 ans. Donc, au bout d'un moment, une carrière NBA, ben, c'est une carrière, et donc les joueurs vont chercher de l'argent en pensant qu'à cette époque-là, qu'à Sacramento, il allait se passer un truc. Toi, tu me disais qu'il était parti un peu trop tôt. Ah oui, il signe, tu me dis, il y a 50 ans, il va se passer quelque chose. Ça n'a pas marché, c'était nul l'année dernière. Mais, oui, mais à Sacramento, il se passe quelque chose cette année. Il faut le process. C'est Joel Embiid qui le dit, il faut le process. Il s'est barré au bout de 3 mois. Oui, mais le truc, c'est qu'il se barre au bout de 3 mois parce qu'il a cette opportunité de rejouer avec LeBron, c'est tout ce que je vois. Tu rencontres une meuf, c'est l'amour fou, mais au début, c'est un peu compliqué. Tu te barres au bout de 3 mois, même si t'es amoureux. Bah, surtout si je vois une autre meuf qui est il était pas amoureux, il était plus dans la michetonnerie, notre ami. Il est venu prendre les ronds. Il est venu prendre les ronds, et surtout, il a vu une bête de meuf, ancienne Miss Univers, LeBron James, 4 fois Miss Univers, 4 fois MVP quand même, pour aller jouer les finales NBA. On aurait fait tous la même chose. Il se retrouve donc à Cleveland, et cette année, c'est une année catastrophique. Alors, ce qu'on peut lui reprocher, je pense, c'est de ne pas être assez fort pour, parce que quand il est tout seul, ou numéro 2, option numéro 2, d'être pas assez fort pour porter une équipe. Jordi, on dit tout le temps expérience, joueur d'équipe, il va apporter. Le problème, c'est que toutes les finales de conf des Pacers, quand ils perdaient, le mec qu'on pointait du doigt, c'était George Hill. L'année dernière, il arrive en finale NBA avec les Cavs, il n'est pas bon. Moi, je veux bien l'expérience, mais dans les grands moments, il a quand même tendance à baisser son niveau drastiquement. Et c'est un petit peu les limites avec George Hill. Après, maintenant, le rôle qu'il va avoir à Milwaukee, il sera bien plus réduit que ce qu'il pouvait avoir avec Indiana et avec les Cavs en finale, puisque devant lui, on l'a dit, il y a cette doublette incroyable qui est Bledsoe-Brogdon. Donc il aura vraiment un bon apport. Donc ça reste un bon apport. Donc je pense que dans les éventuelles demi-finales, finales de conférence ou finale NBA, pourquoi pas. En tout cas, il ne fera pas les fins de match. Et c'est la meilleure bonne nouvelle pour les Bucks. Alors pourquoi ils ont fait ce transfert? On y vient. D'abord d'un point de vue court terme. Erwan vient d'en parler. Mine de rien, c'est un mec qui a joué une finale NBA dans l'effectif de Milwaukee jusqu'à preuve du contraire. Je crois que personne n'a joué une finale NBA, sans dire de bêtises. Donc à très court terme, à très court terme, du coup, notre ami George Hill va pouvoir apporter son. Il y avait des Lavedova. Il y avait des Lavedova. Mais bon, des Lavedova, j'ai envie de te dire. Il y avait des Lavedova. C'est vrai, tout à fait. Il y avait, mais ça ne marche plus maintenant. Il y avait des Lavedova, c'est vrai. Donc, du coup, George Hill arrive. Il a cette saison un contrat de 19 millions de dollars. C'est énorme. L'année prochaine, il a un contrat de 18 millions de dollars. Mais pourquoi c'est très intéressant pour les Bucks? Pourquoi c'est très intéressant par les Bucks? C'est que l'année prochaine, sur ces 18 millions de dollars, il n'y a qu'un seul million qui est garanti. Donc, c'est une évidence. Cet été, les Bucks vont couper George Hill, vont lui filer son million de dollars et vont avoir un cap space très intéressant. Parce que, et on y arrive, tout ça pour ça, cet été, Eric Bledsoe, qui a un contrat de 15 millions, est en fin de contrat. Vous avez Mirza Teletovic, qui malheureusement a pris sa retraite à cause de problèmes de caillots sanguins cet été. La Chris Bosh, ouais. Complètement la Chris Bosh. A encore, là aujourd'hui, un contrat de 10 millions de dollars, ce qui est énorme, est en fin de contrat. Vous avez Jason Smith, qui vient d'arriver dans ce trade, est en fin de contrat, 5 millions de dollars. Vous avez Jody Mix, qui est en fin de contrat, 3 millions de dollars. Et Brook Lopez, qu'on peut imaginer re-signer au minimum l'année prochaine, parce que ça se passe très bien. Tu dois signer Chris Middleton. Alors, question que je te pose, Erwan, admettons que tu coupes notre ami George Hill, que Eric Bledsoe, tu te poses la question de bon, il reste pas. Tu re-signes Middleton à un très bon contrat parce qu'il le mérite. Tu as beaucoup d'argent, un contrat max presque à filer à un mec. Est-ce qu'il y a des gars qui pourraient venir renforcer cette équipe cet été? Bonne question de. Oui, c'est là que c'est intéressant. Non, mais ce trade-là. Mais moi, j'entends très bien. Après, moi, je pense qu'il faut tout réfléchir autour de Giannis. Qu'est-ce qui peut fitter autour de Giannis? Sauf si du jour au lendemain, Kevin Durant, il appelle, il fait les gars, je veux débarquer. Qui ne va pas arriver. Effectivement. Et ça n'arrive pas. Ça marche aussi pour Kyrie. Voilà. Pour la plupart du top 5 Kawhi, pareil. Maintenant, il faut réfléchir tout ça autour de Giannis Antetokounmpo. Et j'ai même envie de te dire de Chris Middleton. Parce que les deux marchent bien, les deux sont trouvés. Et au bout d'un moment, c'est important comme ça, quand un duo fonctionne, il faut penser autour de ça. Moi, je re-signe Bledsoe parce qu'il s'est installé. Je le sens bien, je le sens progresser. Il s'est trouvé avec Mike Budenholzer. Faut garder ça aussi. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Si tu vires des mecs, faut repartir un peu à zéro. Surtout que, à part si tu signes Kyrie, ce qui n'arrivera pas, qu'est-ce que tu vas avoir de mieux? C'est ça qui est intéressant. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des gens qui vous arrivent, qui vous viennent en tête. Je vais te proposer quelques noms, Erwan. Parce qu'hier, on se posait tous la question sur Twitter et Bucks France a proposé quelqu'un. Kemba Walker. Fin de contrat. Installé clairement du côté Clairement, tu vois. des Hornets. Si demain Kemba Walker arrive, c'est quand même un step, clairement, il step up sur le poste de meneur de jeu. Au vu de ce qu'il nous prouve, il est 2 fois All-Star, il le sera cette année, et il a encore progressé. Saison incroyable, joueur qui est en train de devenir un joueur supérieur. Je le vois. Pour moi, ça ne fit pas du tout. Pourquoi pas? Parce qu'il a besoin d'avoir beaucoup trop la balle. Ce qu'installe Mike Budenholzer, ce passing game, tout ce mouvement autour de Giannis Antetokounmpo,
Kemba Walker a beaucoup besoin d'avoir la balle, beaucoup de jouer sur pick and roll. Je suis pas sûr que ça fit. Ça veut pas dire que Kemba Walker est un mauvais joueur, mais je crois pas. Pour moi, ça ne m'emballe pas. Voilà. L'avantage d'avoir Kemba Walker, par exemple, dans ton effectif quand tu as Yanis, c'est que tu as un gars qui refile la balle, prend des pick and roll, et que tu peux continuer à avoir ce truc-là. C'est Middleton, dans le les, fait. dans... Oui, mais Middleton, je l'aime beaucoup. Je sais pas ce qu'on lui demande en premier, de prendre des pick and roll et de Non, mais faire il est jouer fort. les autres. Et, Il peut le faire. On Il oublie peut souvent le que faire. Middleton est un bon playmaker. Hein. C'est un Est un très bon joueur. playmaker. J'entends. Sur Je dis pick que and roll, Kemba, il peut passer, il peut shooter, il peut Kemba est driver. plus fort. On voit des Terry Rozier. J'aime bien. Terry Rozier, pourquoi pas, ça t'excite? Parce que je pense que Kemba Walker, s'il arrive, ou demain, on va se poser la question. Alors, attends, il y a une concurrence qui est le numéro 1 entre. Tu vois, lui, en tout cas, il va vous. C'est un Oui, mais numéro 1. Alors, Terry Rozier, mais- si tu l'installes. Si tu prends Terry Rozier, est-ce que tu as une plus-value par rapport avec Bledsoe, par rapport à Michael Brandon, par rapport à George Hill? Non. C'est ça le problème, c'est que si tu vas chercher quelqu'un à qui tu files de l'argent. Attention à faire venir des méga stars. Et regarde ce qui se passe à Philadelphie. Même si on était très content de voir Jimmy Butler arriver, on pense d'ailleurs encore que c'est un super fit. Ça commence à se dire, Joel Embiid qui commence à dire, bon tonton, t'es gentil, Mon équipe, tu mets des gros paniers, tu nous fais gagner des matchs, mais c'est mon équipe. Et là, il faut surtout que les Bucks évitent ça. Et c'est pour ça que je dis, il faut penser autour de Giannis. Donc, il faut discuter avec les mecs du rôle qu'ils auraient, parce que la star de cette équipe, c'est Giannis Antetokounmpo. Et on ne peut pas lui mettre une concurrence là-dessus, si je peux m'exprimer ainsi. Je regarde quelques commentaires. Hein. On parle de Asia Thomas. Asia Thomas qui a toujours pas joué avec Denver cette année. Bon, Thomas, c'est fini pour moi. Ah, déjà. Bon, quand je vois le retour de Noah Diro, je me dis que tout est possible. Hein. Ouais. Demarcus Cousins. Alors, pourquoi pas un pivot? Pourquoi pas un pivot? Alors moi, mon avis sur les pivots, c'est que je crois qu'ils se sont vraiment trouvés avec Brook Lopez. Alors on verra en playoff. Mais ce truc de dire, si vous avez 4 mecs au large et Yanis à l'intérieur, c'est le meilleur dispositif pour gagner des matchs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Middleton, Danny Green, Vucevic, Klay Thompson pour toi. J'imagine que Klay Thompson pour Yanis aussi. Mais pour LeBron aussi, pour la plupart. Je pense que Klay Thompson va, et on en a parlé à Los Angeles avec des gens qui sont plutôt bien informés, Klay devrait rester à San Francisco. Je ne vois pas comment il pourrait bouger. Et son père ne veut surtout pas absolument qu'il déboule à Los Angeles. Alors que dans les médias, il disait l'inverse. Hein. Non, mais alors on a discuté un peu, on a eu cette chance-là de discuter avec des mecs un peu là-bas, dans les salles de presse, et son père, qui bosse pour les à tous les matchs, Michael même, hein, l'ancien MY, ouais, et qui ne veut surtout pas que son fils aille à Los Angeles parce que c'est un lifer un peu, le Klay Thompson. Pour pas dire autre chose. Pour pas dire autre chose. Et il aime les Instagram. Voilà. Et son père veut pas qu'il aille ville du démon, comme on a pu le constater. C'est clair. Tout à fait. Je regarde quelques commentaires. Là, vous êtes surtout sur des joueurs comme John Collins, meilleur rapport qualité-prix, donc des mecs pour renforcer un collectif et pas pour tout chambouler comme une arrivée éventuelle. Je vois John Wall dans le profil défenseur, relanceur, mais c'est très. Moi, je le ferais pas à leur place. Très très cher. Et lui, pareil, il va lui expliquer que tu n'es plus numéro 1 de ton équipe. Dans l'ego, ça va être compliqué. Aujourd'hui, ce qu'ils ont construit en faisant venir Budenholzer avec l'éclosion en mode MVP d'un mec comme Antetokounmpo, tu peux pas amener un verre dans le fruit. Tu vois ce que je veux dire? Il faut penser clairement autour d'Antetokounmpo. Très bien, Erwan. On a fait le tour sur ces Bucks qu'on imagine à la fin de l'année. Moi, tu aimerais qui, toi? Mais moi, je trouve que Kemba, en fait, quitte à péter. En fait, c'est le truc. C'est si tu prends un risque, va mettre le paquet sur Kemba, même si Kemba est très bien là où il est. Et a priori, il y restera, surtout s'il y a playoff. Mais Eric Bledsoe, c'est très bien. Si tu vas dans ce truc-là, il faut signer des contrats courts pour avoir du cap space. Tu vois, tu peux donner 20 millions à Eric Bledsoe. Par contre, tu lui donnes 1+1 ou ce genre de choses pour se garder d'ici 1 ou 2 ans ou tu prends la liberté. Tu prends mieux que Bledsoe ou tu gardes Bledsoe. Bah oui. Ouais. Surtout si ça se passe bien. D'ailleurs, c'était l'anniversaire d'Eric Bledsoe hier. Et il a reçu tellement de messages. Bon, LeBron, forcément, je sais qu'il l'adore. Mais alors, Yanis, les machins, il a reçu plein d'amour de tous ses coéquipiers. Pas Steph Curry, je pense. Hein. Pas Steph Curry. Mais après, ils sont pas coéquipiers, donc c'est pas très grave. Non, mais je les ai vus dans la confrontation, là, où d'ailleurs, ils ont pas été très bons face aux Warriors. Mais il avait envie de le manger, un peu. Curry. Hein. On a fait le tour des Bucks. Erwan, une superbe équipe qu'on vous invite à regarder si vous avez un peu de temps. On sait que vous adorez la NBA. Et c'est une équipe vraiment super sympa à regarder. Au-delà de Yanis qui met 15 dunks par match, c'est une belle équipe de basket. Beau parquet, beau maillot. C'est une équipe que vraiment... On sait que... Tu vois, on va juste finir là-dessus. Milwaukee, on avait l'impression que c'est un peu une équipe vieillissante. C'était pas un supermarché. Les maillots étaient un peu dégueux. La salle, c'était pas très bandant. Et honnêtement, ils ont aussi fait, au niveau de la com, depuis 3-4 ans, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Nouveau logo, nouveau parquet, tout ça, voilà. Donc ça fait partie aussi des choses intéressantes avec cette équipe. Tout à fait. On va sur la dernière vidéo, et puis vous allez savoir qui a gagné ce magnifique maillot de Miami Vice, Vice City Edition horrible. Voilà, bref, dans 30 secondes, on en parle. Mais là, on va passer à un beau top et flop du début de saison.